C'est parti. Donc, bonjour, on est aujourd'hui ensemble pour parler de la réforme des retraites avec un- une thématique assez dense qu'on va voir. Alors voilà le programme pour ces petites heures, 7h45, 2 heures. Donc, premièrement, les modifications concernant les ouvertures de droit, concernant les sédentaires, ensuite les modifications concernant les actifs, et on verra à ce moment-là aussi la question du cas spécifique des agents de catégorie B qui ont choisi la catégorie A dans le cadre des réformes statutaires, dans le cadre de la loi sur la dialogue social de 2010, et la différence avec le droit de remords, entre guillemets. J'ai mis le vocabulaire entre guillemets parce que c'est pas tout à fait un droit de remords. D'abord, c'est pas un droit. Et les conséquences sont pas les mêmes que pour les agents qui ont fait le choix en 2010. Ensuite, donc, le principe sur les carrières longues, le départ anticipé au titre du handicap, les modifications concernant le calcul de la pension avec un petit exemple, et enfin, le cumul emploi-retraite et la cessation progressive d'activité. Alors, le vrai nom, c'est plus la cessation progressive d'activité, c'est la retraite progressive, mais je garde ce vocabulaire-là pour l'instant, de manière à ce que ça parle à tout le monde. Alors, premièrement, l'ouverture de droit, donc vous le savez, pas besoin de trop revenir dessus. Augmentation à coût de 3 mois par génération, avec un tiers de génération de septembre à décembre, de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires. Alors, l'âge d'ouverture de droit, on est bien d'accord, c'est l'âge à partir duquel un agent peut, s'il le souhaite, demander la liquidation de sa pension. C'est absolument pas nécessairement l'âge de départ de l'agent. Donc une évolution de 62 à 64 ans qui a des impacts, on va le voir, indirects sur la surcote. Euh, En parlant de surcote, justement, une accélération de l'augmentation de la durée d'assurance, puisque c'était déjà prévu d'arriver à 172 trimestres, mais normalement c'était plus tard. C'était la génération 73. Donc là, on est sur une accélération pour arriver à 172 trimestres à compter de la génération 1965. Donc une augmentation à la fois de l'âge d'ouverture de droit, donc pour rester plus tard, et aussi du nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Alors, pas de changement concernant la limite d'âge en tant que telle. Simplement, je le dis ici, on a une déconnexion entre la limite d'âge et l'âge d'annulation de la décote. Alors, c'est le même, en l'occurrence aujourd'hui, mais c'est plus les mêmes textes qui le prévoient, et on renvoie plus à la limite d'âge pour déterminer l'âge d'annulation de la décote. Pour la limite d'âge, c'est prévu par le Code général de la fonction publique, article L555, 551 et tiré 1 et suivant, où je vais avoir les limites d'âge, donc qui est de 67 ans pour les sédentaires et donc de 62 ans, on va le revoir pour les actifs. Par contre, c'est différent de l'âge d'annulation de la décote, on va voir. Donc oui, il reste à 67 ans, mais cet âge d'annulation de la décote, il est déterminé par le Code des pensions civiles et militaires de retraite et le décret 2003-1306. Et en l'occurrence, c'est l'âge d'ouverture de droit des sédentaires après la période transitoire, dont 64 ans, plus 3 ans. Donc ça me fait un âge d'annulation de la décote à 67 ans. L'âge d'ouverture de droit a un impact sur la surcote, c'est ce que je disais, puisque l'âge d'ouverture des droits des sédentaires est aussi l'âge du départ de la surcote. Donc, c'est à compter de cet âge-là qu'on va avoir de la surcote avec une petite spécificité pour les agents qui ont bénéficié d'une bonification, d'une majoration de durée d'assurance liée à l'enfant, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc, 67 ans, c'est à la fois la limite d'âge et l'âge d'annulation de la décote. Alors, il y a un premier élément qui est dans la réforme des retraites, qui est déjà entré en vigueur depuis le 14 juin dernier, c'est la question des services au-delà de la limite d'âge. Donc, il n'y a pas de changement et je ne vais pas revenir sur le recul de la limite d'âge. Donc là, ça ne change pas. Il n'y a pas de changement sur la prolongation d'activité pour carrière incomplète lorsque j'ai une durée d'assurance liquidable
inférieure à la durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein. Par contre, nouveau, c'est la création d'une possibilité de maintien en fonction sans radiation des cadres. Donc, l'agent fait sa demande de maintien jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc l'employeur, il faut qu'il prenne une décision de maintien en fonction jusqu'à donc maximum 70 ans, mais ça peut être moins. L'employeur a la possibilité de refuser pour tout motif. Il n'y a pas de condition pour pouvoir être maintenu, mais en même temps, l'employeur a la possibilité de prendre une décision alors qu'il doit être motivé, mais qui peut être motivé par différents motifs, l'inaptitude physique, la nécessité de service. Bref, on a plein de possibilités de motivation de cette décision de refus de maintien en activité jusqu'à 70 ans. En tout état de cause, 70 ans, c'est vraiment la limite. Je ne peux pas avoir un agent qui peut rester au-delà de 70 ans. C'est la limite maximum de l'agent public, hein, parce que ce que je dis là, ça s'applique aux fonctionnaires et aussi aux contractuels. C'est les mêmes règles. Alors, je le dis maintenant, je le répéterai, le maintien en fonction sans radiation des cadres jusqu'à 70 ans ne s'applique que pour les sédentaires. Les actifs, il n'y a pas de possibilité de rester jusqu'à 70 ans. Par contre, on va le voir, il y a toujours la prolongation d'activité qui s'appelle maintenant maintien. On va y revenir. Donc tout ça est rentré en vigueur hein, le 14 juin. Donc depuis le 14 juin, on peut avoir des agents dans cette situation-là. Alors, un petit élément qui est rendu nécessaire par le fait de décaler l'âge d'ouverture de droit, il se peut qu'il y ait des agents qui ont racheté des années d'études pour eh bien, ne pas avoir de décote, par exemple. Et ces d'années d'études, ben, il se peut qu'il les ait déjà rachetées pour rien. Parce que si il a racheté, par exemple, 2 ans d'années d'études pour pouvoir avoir le pas de décote au moment où l'agent arrive à son âge d'ouverture de droit, bah, comme je décale l'âge d'ouverture de droit de 2 ans, eh ben, mon agent il se retrouve à avoir à racheter ses années d'études pour rien. D'où le fait d'introduire une possibilité de remboursement des sommes versées au titre du rachat d'années d'études sur demande, hein, c'est de droit. Les personnes qui ont racheté leurs années d'études sans avoir à le justifier peuvent demander à la CNRACL un remboursement des années d'études rachetées qui se fait par rapport aux sommes payées, revalorisées, bien sûr, en fonction de l'évolution du coût d'érosion monétaire. Pour les actifs. Pour les actifs, on n'a pas de changement sur la durée de service actif nécessaire, hein. Il faut justifier de 17 ans de service actif. Et tout comme les sédentaires, on a une évolution de l'âge d'ouverture de droit des actifs sous réserve d'avoir donc ces 17 ans à coût de 3 mois par génération, donc 57 ans, 57 ans et 3 mois, et ainsi de suite. Une limite d'âge qui est égale à 59 ans plus 3 ans, donc ça fait 62 ans. Un âge de la surcote qui, lui, est particulier et évolue non pas de la même manière que les sédentaires, mais il y a une petite période transitoire, c'est normal, parce que comme on est décalé dans les générations, ça voudrait dire que bah, les agents nés en 66, ils se retrouveraient à ne pouvoir de faire la surcote que beaucoup plus tard. D'un seul coup, si je suis né en août 66, l'âge de la surcote, c'est 62. Et si je suis né en septembre 66, l'âge de la surcote, ça serait 63 ans et quelques mois. Donc, c'est beaucoup plus tard. C'est pour ça que il y a cette période transitoire d'âge de la surcote prévue par la réforme des retraites, où on augmente l'âge de la surcote de 3 mois par an pour ensuite arriver à 64 ans. La limite d'âge est donc l'âge aussi d'annulation de la décote et la durée d'assurance, elle évolue aussi de la même manière, de 168 à 172 trimestres. Alors pour les actifs qui atteignent leur limite d'âge, je vous ai dit, les règles pour rester au-delà sont un peu différentes des sédentaires. On a hein, la même chose en matière du recul et de la prolongation d'activité pour carrière incomplète. Par contre, on n'a pas la possibilité d'être maintenu
jusqu'à l'âge de 70 ans. Mais on a la prolongation d'activité qui, elle, existe toujours jusqu'à la limite d'âge des sédentaires. Donc, de la même manière qu'avant, un agent actif qui atteint 62 ans et qui veut rester en activité au-delà de cet âge de 62 ans, il peut, armé d'un certificat médical du médecin agréé 6 mois avant sa surmètre d'âge, demander à l'employeur de bénéficier d'une prolongation jusqu'à 67 ans, la limite d'âge des sédentaires, et sous réserve de son aptitude physique, c'est la seule condition, et sans possibilité de bénéficier d'un CLM, d'un CLD ou d'un temps partiel pour motif thérapeutique. Alors, dans le versant hospitalier, il y a la question assez fréquente des infirmiers, on parle des infirmiers, mais les paramédicaux qui ont fait le choix de la catégorie A et notamment qui sont éventuellement amenés à nouveau à passer les concours dans le cadre du droit de remords. Alors, il y a une différence de gestion qui est la conséquence de cette réforme et de la réglementation et qui pose en effet une vraie question de mise en œuvre. Je vais séparer les deux et vous expliquer un petit peu cette différence. Premièrement, on va parler des agents qui ont choisi la catégorie sédentaire dans le cadre de la loi sur le dialogue social du 5 juillet 2010. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi? Donc, l'article 37 nous dit que, eh bien, lorsque on va créer des corps de catégorie A, les fonctionnaires qui appartiennent aux corps qui sont mis en extinction et sont en, qui appartiennent, qui relèvent à ce moment-là de ces corps-là, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'opter individuellement pour soit rester dans le corps qui est le leur, soit changer et passer dans le nouveau corps. Euh, Par exemple, infirmier décret 88 en 2011, création du corps des infirmiers de catégorie A. Est-ce que, oui ou non, je choisis d'opter pour la catégorie A ou je souhaite rester en catégorie B? Avec comme conséquence le fait que, certes, j'ai une meilleure carrière, cependant, je perds la possibilité de me prévaloir de services actifs pour l'ouverture du droit anticipé et pour la majoration de durée d'assurance. Donc, je perds mes droits qui sont, enfin, mes avantages qui sont liés à la catégorie active et je deviens 100% sédentaire. Euh, du coup, euh, je devrais être géré comme un sédentaire. Si je fais le choix de passer en A, que j'ai plus ou moins de 17 ans de service actif, hein, peu importe, enfin de 15 ans même en plus à l'époque, peu importe, je perds tous mes avantages et du coup, je devrais être traité comme un sédentaire. Cependant, ce même article 37 prévoyait des dispositions particulières avec un âge d'ouverture de droit des infirmiers, enfin des paramédicaux qui ont fait ce choix-là à 60 ans et une limite d'âge à 65. La réforme des retraites n'a pas oublié cet article 37 et l'a modifié en introduisant des règles particulières. Premièrement, une évolution de l'âge d'ouverture de droit de 60 à 62 ans et deuxièmement, une limite d'âge qui devient celle des titulaires avec un débat, ici, je vous le dis et je l'assume, sur la génération d'avant septembre 63. Est-ce que on reste sur une limite d'âge à 65 ans, puisque ce sont des dispositions qui rentrent en vigueur au 1er septembre, hein, là. Est-ce que je reste à 65 ans comme limite d'âge si je suis né avant le 1er septembre 63 ou pas? Bah, c'est pas d'une clarté limpide, hein. Donc bon, on verra à l'application. Bon, c'est pas des agents qui ont encore 65, 66, 67 ans. Ensuite, faudra-t-il qu'ils souhaitent aller jusqu'à la limite d'âge. Par contre, ce qui change pas, c'est qu'ils ont un âge d'annulation de la décote qui reste à 65 ans. Là, ça bouge pas. Donc ça, c'est pour les paramédicaux qui sont passés en catégorie A dans le cadre du droit d'option qu'ils avaient au moment de la création du corps de catégorie A qui reprend les activités du corps de catégorie B actif
dans lequel ils étaient. Donc ceux qui ont fait pour les infirmiers leur choix en 2011-2012. Cette modalité de gestion n'est pas à confondre avec le droit de remords. Vous voyez, je l'ai mis entre guillemets, ce droit de remords, parce que ce n'en est pas vraiment. En effet, le terme droit de remords m'embête un peu parce que d'abord, c'est pas un droit et c'est pas vraiment un remords dans la mesure où ben, on va pas revenir dans le système d'avant. C'est normal parce que il faudrait changer la loi. Donc, qui dit loi dit navette parlementaire, donc c'est assez gros, assez lourd à mettre en place. Donc, dans le cadre du Ségur, le gouvernement a entendu et a répondu par voie réglementaire en utilisant un outil très simple, c'est-à-dire que dans l'article 49 du décret 2020-2021-1255, et il nous a dit, bon, bah, du coup, sous certaines conditions, on va pouvoir utiliser le deuxièmement de l'article 29 de la loi du 9 janvier 86, du feu le titre 4, dans lequel on nous dit qu'on peut créer des concours réservés. Et en l'occurrence, c'est l'outil qui a été utilisé. Donc d'abord, c'est pas un droit parce que l'employeur n'est pas du tout obligé de créer ces concours réservés sur titre dans les conditions fixées par arrêté. Et deuxièmement, l'agent qui passe le concours sur titre, peut-être qu'il n'aura pas. C'est vrai qu'en pratique, les employeurs ont plutôt été efficaces, hein. C'est vrai qu'on arrive à la fin, hein, c'est une durée de 3 ans, donc on va arriver à la fin de la période où on peut créer ces concours particuliers, hein, avec une condition de 50 publics effectifs. Mais du coup, on n'est pas du tout sur le même système que l'article 37 de la loi de 2010. On est sur l'ouverture d'un concours réservé sous condition de service effectif. Et aucune disposition qui prévoit une gestion particulière de ces agents au regard des droits à pension. D'ailleurs, pour pouvoir avoir des dispositions particulières, il aurait fallu que tout ça soit dans une loi. Hein, c'est la loi sur le dialogue social, parce que sinon, bah, c'est la réforme des retraites. Enfin, c'est la retraite, c'est en grande partie législatif. Pas par décret modifier les règles d'ouverture des droits. Donc, ces agents-là ne sont pas du tout traités en termes de retraite de la même manière que les agents qui ont fait le choix dans leur droit d'option. Là, on avait vraiment un droit d'option lors de la création des corps ou cadres d'emploi de catégorie A, tel que prévu par l'article 37 de la loi de 2010. Alors, comment les gérer par conséquent ces agents-là? Eh ben, tout va dépendre du fait qu'ils aient plus ou moins de 17 ans de service actif au moment où ils sont nommés à la suite du concours réservé qui a été mis en place par l'établissement. En fait, on va les gérer exactement de la même manière que la situation des actifs qui finissent en sédentaire. Puisqu'en effet, la réglementation maintenant est assez claire. La liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupants ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir quand un âge à anticiper. Donc, on est, comme avant d'ailleurs, mais là, on précise vraiment que un agent qui a occupé un emploi de la catégorie active, sous réserve bien sûr d'avoir 17 ans de service accompli dans des emplois dits service actif, il va ouvrir un droit quand bien même il termine sur un emploi sédentaire à partir du moment où il a ses 17 ans. Et la loi sur la réforme des retraites et le décret d'application, modifiant notamment le décret 2003-1306 sur la CNRACL, vient clarifier les règles de portabilité des services actifs, avec donc une conservation de l'âge de départ aux catégories actives en cas de changement de corps, un maintien des avantages de la catégorie active, quand bien même l'agent finit en sédentaire. Quand on dit un maintien, en fait, sur tout le vocabulaire qu'on va utiliser, ce qui a été changé, c'est qu'on est passé d'un vocabulaire qui était où on parlait de la limite d'âge fixée à 62 ans, et maintenant on va parler plus de cette situation-là, mais on va parler des agents qui réunissent les conditions pour un départ au titre de la catégorie active, quand bien même ils ne sont pas actifs. Ce qui change tout sur les droits, sur le maintien de l'âge d'annulation de la décote, sur le maintien de la majoration de durée d'assurance, et bien sûr sur l'ouverture de droits et sur l'âge de la surcote. Donc,
On peut le faire aussi parce que, comme je le disais, on a une déconnexion de l'âge d'annulation de la décote et de la limite d'âge. La limite d'âge, article L 556-1 du Code général de la fonction publique, âge d'annulation de la décote, c'est fixé par le CPSTMR ou le décret 2003-1306 à 3 ans de plus que l'âge d'ouverture de. Alors, comment ça se passe justement cette catégorie active terminée en sédentaire? Si je fais un petit schéma, donc l'agent qui euh, est actif, qui a bien 17 ans de service actif, hein, et qui quitte les services actifs pour ensuite être sur un emploi sédentaire, ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mixer un petit peu les deux. On va avoir un âge d'ouverture de droit qui est celui de l'actif, s'il a bien ses 17 ans de service actif, une durée d'assurance qui est celle de l'actif, une limite d'âge qui est celle du sédentaire, hein, puisque le sédentaire, la limite d'âge est fixée par rapport à l'emploi occupé, un âge de la surcote qui est celui du, de l'actif, et un âge de l'annulation de la décote qui, lui, est celui de l'actif qui est 62 ans. Hein, on est vraiment sur cette question-là. Comme je vous dis, avec le changement de vocabulaire, c'est pas les agents qui sont sur des emplois avec une limite d'âge à 62 ans, mais les fonctionnaires qui bénéficient d'un droit au départ anticipé au titre de la catégorie active. Donc, on a, et du coup, les agents qui utilisent leur, entre guillemets, droit de remords, bah, comme il n'y a pas de disposition particulière, s'ils ont moins de 17 ans de service actif, on va les traiter comme des sédentaires. S'ils ont plus de 17 ans, au moins 17 ans de service actif au moment où ils passent le concours et au moment où ils sont nommés, eh ben, on va appliquer ça. C'est des actifs qui finissent en sédentaire en gardant les avantages de la catégorie active. La seule différence étant la limite d'âge qui passe de 62 à 67 et ça leur ouvre aussi la possibilité de rester, s'ils le souhaitent, jusqu'à 70 ans. Alors, c'est pas tout. En plus de ces éléments-là, on a la conservation de la majoration de durée d'assurance qui a été mise en place à compter de 2008 par la loi de la réforme des retraites de 2003, où on est passé de ce vocabulaire-là, fonctionnaire hospitalier dont la limite d'âge est fixée à 62 ans, à fonctionnaire hospitalier réunissant les conditions d'un départ actif. Vous voyez, ce vocabulaire-là, on le change partout, ce qui permet le maintien des droits. Donc, un actif qui finit en sédentaire, non seulement il continue à bénéficier de son âge d'ouverture, de son âge d'annulation de la décote, mais aussi à bénéficier de la majoration de durée d'assurance des 1 an pour 10 ans à compter de l'année 2008 pour les agents qui sont en service, qui ont eu des services actifs. Donc, hein, vous le savez, c'est 10 années de service effectif. Alors, ce n'est pas le seul hein, cas de départ anticipé qui existe dans la fonction publique. Vous savez, la fonction publique est assez riche en matière de départ anticipé, d'ouverture de droit anticipé. On a les ouvertures de droit au titre de 15 ans de service, agent de 3 enfants vivants. On sait que c'est un dispositif supprimé depuis pour les agents qui ne remplissent pas les conditions au 31 décembre 2011. Malgré tout, ceux qui remplissent les conditions au 31 décembre 2011 peuvent continuer à exercer, à bénéficier, à partir à la retraite, euh, même si, enfin, à partir du moment où ils remplissent ces conditions-là, donc pas de changement là-dessus. 15 ans de service enfant handicapé, ça existe toujours avec une petite modification qui est que si j'ai un enfant qui est décédé, la condition d'éducation de 9 ans ne s'applique pas. D'ailleurs, c'est de manière générale, quand il y a une condition d'éducation pendant au moins 9 ans, avant il y avait élevé pendant au moins 9 ans ou mort pour la France. Maintenant, c'est élevé pendant au moins 9 ans ou décédé. C'est aussi la même chose, j'ai découvert hier d'ailleurs, pour la majoration de pension de 10-15% en fonction du nombre d'enfants à charge. On a toujours aussi le, euh, le départ anticipé pour 15 ans, agent ou son conjoint invalide, atteint d'une incapacité permanente lui empêchant d'avoir une profession quelconque. Et on a toujours aussi l'invalidité
hein. Toujours l'invalidité d'office ou sur demande, là-dessus, il n'y a pas de changement. Invalidité lorsque mon agent est inapte à ses fonctions sans possibilité ou volonté de reclassement. Donc là-dessus, pas de changement. Euh, et puis ensuite, on a la question des carrières longues et du handicap. Donc là, on a un enrichissement des possibilités du départ au titre des carrières longues du fait de l'évolution de l'âge d'ouverture de droit à pension. Donc, je vous le rappelle, il y a deux conditions pour ouvrir un droit au titre des carrières longues. Première condition, c'est un début d'activité avant 16, 18, 20 ou 21 ans. Maintenant, donc, on a créé deux nouveaux créneaux de début d'activité. Et deuxièmement, une durée réputée cotisée. Donc là, sur la durée des réputés cotisés, on a deux éléments. Premièrement, il y a certaines périodes liées aux charges familiales qui sont prises en compte sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier de la VPF, l'allocation vieillesse des parents au foyer. Et deuxièmement, il y a une simplification du nombre de trimestres pris en compte, puisqu'on va regarder le nombre de trimestres nécessaires pour un taux plein. Il n'y a pas de majoration de la durée d'assurance pour ouvrir un droit au titre de la carrière. Alors, premièrement, les périodes réputées cotisées. Donc, pas de changement sur les périodes réputées cotisées carrière longue. On a toujours les périodes de service national, les périodes de maladie et d'accident du travail, les périodes de maternité, les périodes de chômage et l'invalidité, pris dans une certaine limite, hein. Vous avez sûrement déjà eu la question des agents qui ont eu des longues périodes de maladie et qui, de ce fait-là, ne remplissent pas la condition de durée réputée cotisée. Qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien, dans la limite de 4 trimestres, les périodes à caractère familial, donc congé parental, dispo pour élever un enfant de moins de 8 ans, euh, congé de présence parentale, congé de proche aidant. À partir du moment où la personne concernée a perçu les prestations de la CAF et où il remplit les conditions pour l'assurance vieillesse des parents au foyer. Ça, c'est à vérifier, c'est pas facile parce qu'il se peut que la CAF l'ait pas fait. Alors, l'assurance vieillesse des parents au foyer, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il va y avoir des cotisations payées par la CAF à hauteur d'un SMIC en fonction des revenus du ménage lorsque j'ai des, euh, des prestations liées à la famille. Et du coup, il faut que sur le relevé de carrière, en fait, il y ait marqué AVPF pour ces périodes-là. Et enfin, autre modification sur la durée réputée cotisée, je vous l'ai dit maintenant, la durée réputée cotisée pour ouvrir droit aux carrières longues, c'est la durée pour avoir le taux plein. Donc, il n'y a pas de majoration de ces durées-là. Alors, sur les bornes. Donc, on crée deux nouvelles bornes de début d'activité et donc deux nouvelles bornes d'âge, mais qui vont pas rentrer en vigueur immédiatement. On a un double dispositif transitoire. Premièrement, on a le dispositif transitoire qui va petit à petit monter parallèlement à l'augmentation de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires. Et on a aussi un autre dispositif transitoire pour les agents qui remplissaient les conditions de durée d'assurance avant le 1er septembre et qui continuent à pouvoir avoir un droit à 60 ans dans les conditions avant. La réforme, c'est juste pour pas enlever des droits que des personnes avaient déjà remplis et il y avait juste la question de l'âge qui n'était pas encore atteint. Donc, de nouvelles bornes d'âge. Avant 16 ans, je peux partir à 58. Entre 16 et 18, je peux partir à 60. Entre 18 et 20, je peux partir à 62. Et si j'ai commencé avant 21 ans, je peux partir à 63, sous réserve, bien sûr, d'avoir la durée d'assurance cotisée qui va bien. Donc, si je vous donne un exemple pour un tableau sur les conditions pour la période sortie de la période transitoire, donc une génération 70, quelqu'un qui a commencé son activité avant 16 ans, donc ça veut dire d'avoir 4 ou 5 trimestres avant le 31 décembre de l'année des 16 ans, 5 trimestres ou 4 si je suis du dernier trimestre, et que j'ai 172 trimestres de durée réputée cotisée carrière longue, je peux partir à 58 ans minimum. Après, je peux partir à 59 ou après, hein,
y compris si je remplis les conditions après. À 18 ans, si j'ai commencé avant 18 ans, 60 ans, avant 20 ans, 62 ans, avant 21 ans, 63 ans. Et donc, ça me fait les 4 bornes d'âge. Comme je vous l'ai dit, il y a des dispositions transitoires et il y en a 2. Premièrement, il y a l'introduction petit à petit donc des différentes bornes d'âge. Pour la génération née entre le 1er septembre 61 et le 31 décembre 61, l'âge normal, c'est 62 ans et 3 mois. Le début d'activité, 16 ans, ou avant 20 ans, il faut ouvrir à 58 et 60 ans. Ces gens-là, ils ont déjà 60 ans. Ils ont déjà 58 ans. Donc, il y a de grandes chances qu'ils aient ouvert un droit auparavant et garderaient l'endroit. S'ils n'ont pas ouvert un droit, ben, c'est ces nouvelles conditions qui s'appliquent. Donc, ils ont peut-être 58 ou 60 ans, mais ils n'ont peut-être pas 62 ans et 3 mois encore. Donc, ils pourraient quand même bénéficier, tardivement certes, mais de la carrière. Les agents nés en 62, eh bien, on a ces mêmes conditions, avec juste un âge d'ouverture de droit forcément qui augmente, et ainsi de suite jusqu'à 63 et 64. En même temps, pour ces gens-là, on a par ailleurs une autre période transitoire que je vous ai expliquée, donc génération 61, 62, 63, jusqu'au 31 décembre 63. Ces personnes-là, donc entre le 1er septembre 61 et le 31 décembre 63, qui du coup sont les premiers à être impactés par la réforme au sens d'un passage de 62 ans à 62 ans et 3 mois. Il se peut que du fait de la réforme, ils perdent leur départ anticipé au titre de la carrière longue. Et donc, pour éviter ça, ceux qui sont nés entre le 1er septembre 61, donc impactés par la réforme, et le 31 décembre 63, si jamais ils remplissaient les conditions de la carrière longue avant réforme, début d'activité et un nombre de trimestres 168 trimestres, ils gardent une ouverture de droit à 60 ans. Alors, vous allez me dire, mais ils ont déjà 60 ans, puisqu'on est en 2023 et qu'ils ont eu 60 ans en 2021 pour la génération 61. Oui, hein, mais encore une fois, le fait d'ouvrir un droit ne veut pas dire que je pars. Donc, là, pour éviter de leur enlever des droits qu'ils avaient acquis ou qu'ils allaient acquérir du fait de l'âge, eh bien, on a ce dispositif transitoire. Donc, grosso modo, les gens qui remplissent les conditions carrière longue avant le 1er septembre 2023, eh bien, continuent à pouvoir ouvrir un droit à 60 ans et continuent à garder l'ouverture de droit à 60 ans. Par contre, pour ceux qui ne les remplissaient pas, eh bien, on va appliquer ces nouvelles règles. Et enfin, période transitoire pour les générations petit à petit. En fait, là, on va introduire petit à petit les différents bornes d'âge et ensuite faire évoluer la borne d'âge de 20 ans pour la faire passer de 60 à 62 ans pour arriver après au tableau que je vous ai montré. Vous voyez, hein, la borne d'âge de début d'activité 20 ans, un âge d'ouverture de droit à 60, 60 ans et 3 mois, 60 ans euh, et ainsi de 61 ans, pardon, 61 ans et 3 mois, 61 ans et 6 mois, et ainsi de suite. Le reste des bornes ne bouge pas. Hein. Début avant 16 ans, 70 trimestres, partir à 58 ans. Et ainsi de suite. Ce qui nous amène à la question du départ anticipé au titre du handicap. Le départ anticipé au titre du handicap, il a été introduit par la réforme de 2003, modifié à diverses reprises, hein, notamment sur la question de la preuve du handicap. Grosso modo, vous le savez peut-être, pour ouvrir un droit de manière anticipée au titre handicap, il faut que je remplisse une condition d'âge, donc c'est au plutôt à 55 ans. Et deuxièmement, il fallait que je remplisse une condition de durée d'assurance et de durée d'assurance cotisée, alors que j'étais atteint d'un handicap qui dépendait de l'âge auquel je voulais partir. Le principe est pas modifié. Ce qui est modifié, c'est qu'on simplifie et que maintenant, il n'y a plus la condition de durée d'assurance, il n'y a plus qu'une condition de durée d'assurance cotisée. Donc, les agents, pour partir de manière anticipée au titre du handicap, il faut d'une part, ils apportent la preuve
ils sont atteints d'un handicap. Donc, d'au moins 50% ou RQTH jusqu'au 31 décembre 2015. Alors, il y a toute une liste de documents qu'on peut utiliser. L'attestation à MDPH ne suffit plus forcément puisqu'il n'y a plus le taux. Et du coup, bah, ça limite la chose. Mais on a toute une batterie de documents qu'on peut utiliser, macaron GIC, AH. Et puis, on peut aussi demander d'avoir une appréciation sur toute la période. Donc, il faut que la personne, elle ait cette preuve qu'elle a été handicapée alors qu'elle exerçait alors qu'elle travaillait. Donc, c'est concomitant, une durée d'assurance cotisée alors que je suis atteint d'un handicap RQTH ou d'au moins 50%, et donc un âge, et le nombre de trimestres nécessaires dépend de l'année d'ouverture dépend de l'âge, pardon, euh, de l'agent au moment où il souhaite partir. Donc, si je prends un exemple hein, sur quelqu'un qui est sorti de la période transitoire, quelqu'un qui est né en 73, il faut qu'il apporte la preuve qu'il était atteint d'un handicap RQTH ou au moins 50% pendant au moins 112 trimestres cotisés euh, pour remplir la condition à 50-50. S'il ne remplit pas la condition à 55, il peut peut-être la remplir à 56 et là, il lui faut que 102 trimestres. S'il la remplit pas à 56, à 57, il lui faut 92 trimestres. À 58, il lui faut 82 trimestres. Et à 59, il lui faut 72 trimestres minimum. Et puis ensuite, hein, s'il remplit pas à 59, il peut les remplir à 60, 61 et autres. Mais il faut avoir, voilà, 112 trimestres, ça fait quasiment 30 ans. Euh, 30 ans alors que je suis atteint d'un handicap de 50% et que j'ai la preuve d'être atteint de ce handicap pendant toute cette période-là. Euh, Ça reste donc assez difficile. La pension est normale, sans décote, puisque je pars avec un handicap d'au moins 50%. Et j'ai une majoration qui est un tiers de la durée des services avec un handicap divisé par la durée d'assurance liquidable. Donc c'est quand même assez intéressant en termes de majoration. Ça peut être un argument pour essayer d'amener les agents à communiquer les éléments qu'ils ont sur le handicap. Après avoir vu les modèles et les principales modifications concernant l'ouverture du droit, regardons un petit peu ce qui se passe du côté du calcul de la pension. Donc, qu'en est-il du côté de calcul de la pension? Petit rappel, la retraite d'un fonctionnaire se calcule de la manière suivante. Traitement indiciaire correspondant à l'échelon effectivement détenu depuis au moins 6 mois au moment du dernier jour valable pour la retraite, fois 75%, multiplié par la durée d'assurance liquidable sur la durée pour avoir le taux plein, multiplié par le coefficient de majoration ou de minoration. Les 75% multipliés par la durée d'assurance liquidable sur la durée prise pour le taux plein, c'est le pourcentage de liquidation. Alors que une fois que je multiplie par le petit c, la décote ou la surcote, c'est le pourcentage de calcul. Ce que vous retrouvez ici sur le document CNRACL, pourcentage de liquidation, 75% de la durée d'assurance liquidable sur la durée pour un taux plein. Là, il y a une majoration et donc un pourcentage il y a une minoration, pardon, de 5% et donc un pourcentage de calcul de 68%. Donc, voilà comment, hein, comme, en principe, ça se calcule. Quelles sont les modifications? Et puis, ça va être peut-être un peu dur, mais on va faire un rapide petit exemple par rapport à ça pour voir quel impact ça peut avoir. Donc, calcul de la pension. Quelles modifications liées à la réforme des retraites au regard du calcul de la pension? Premièrement, en termes de la durée d'assurance liquidable, je vous le rappelle, hein, on trouve dans la durée d'assurance liquidable les services effectifs de fonctionnaires, les services validés, le temps partiel est proratisé. On retrouve dedans aussi les bonifications. Donc la bonification d'un an pour les enfants arrivés au foyer avant le 1er janvier 2004. Et puis les diverses bonifications qui peuvent exister, comme les services hors Europe, les services sous-marins embarqués, ou les bonifications X ou Y qu'on a
dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le décret 2003-1306. Donc la bonification, c'est vraiment des services fictifs qu'on va rajouter euh, à, euh, aux services liquidables du fonctionnaire. Qu'est-ce qui change là-dedans? Premièrement, c'est à compter du 1er septembre, la prise en compte des périodes d'interruption d'activité liées aux situations familiales. Alors, vous aviez déjà les périodes d'interruption d'activité liées à l'éducation des enfants arrivées au foyer à compter du 1er janvier 2004, type congé parental, temps partiel de droit, qui sont prises en compte. Ça, il n'y a pas de changement. Simplement, là, on va aussi étendre ça, temps partiel de droit, oui, je l'ai dit, pour élever un enfant. Simplement, là, on va l'étendre aussi à d'autres temps partiels pour raisons familiales, qui sont des temps partiels créés par la loi de transformation de la fonction publique avec le congé parental qui peut se prendre sous la forme d'un temps partiel, le temps partiel pour proche aidant. Donc, au lieu de prendre un congé pour proche aidant, je prends un temps partiel. Et du coup, pour ces périodes prises en compte, enfin, prises à compter du 1er septembre, elles sont prises en compte à 100% en durée d'assurance liquidable, tout comme le temps partiel pour motif thérapeutique. Une autre modification sur le calcul de la pension, sur la liquidation de la pension, c'est tout simplement la durée requise pour l'autoplein. Puisque, on l'a vu, cette durée augmente. Alors, on accélère l'augmentation pour arriver jusqu'à 172 trimestres à la génération 65 ou 70 en fonction que je sois sédentaire ou actif. Donc, forcément, ça change le calcul de la pension. Sur la décote ou sur la surcote, qu'est-ce qu'on va retrouver pour rappel? On va utiliser la durée d'assurance carrière pour la décote. Durée d'assurance carrière, on va prendre les services et bonifications, les majorations de durée d'assurance et les autres régimes de base de français et étrangers ou les périodes reconnues équivalentes. Alors, pas de modification là-dessus. On attend un décret sur la question des sapeurs-pompiers volontaires. Les pompiers volontaires, on a l'introduction dans le Code général de la fonction publique d'un article qui est le 160, L173-1-5, qui nous indique que les assurés qui ont accompli au moins 10 années de service, continuent ou non en qualité de sapeur-pompier volontaire, ils ont le droit à des trimestres supplémentaires. Prise en compte pour le calcul du taux de la pension au régime spécial et la durée d'assurance dans le régime. Mais dans des conditions fixées par décret, je n'ai pas aujourd'hui, au 15 septembre 2023, trouvé le décret qui prévoit les modalités de prise en compte. La question qui se peut se poser, est-ce que ça va rentrer, est-ce que ça va être une bonification, donc rentrer en durée d'assurance liquidable, ou au contraire uniquement en durée d'assurance carrière tout court. Donc on verra. Euh, et on doit aussi définir le régime qui prend en priorité ces périodes si jamais je suis police pensionné. Je pense que la règle sera celle traditionnelle, c'est-à-dire que ce sera le régime spécial en priorité et le régime général si le régime spécial ne le prend pas. Sur la majoration de durée d'assurance des catégories actives de la fonction publique, on a introduit une petite limite, c'est que je ne peux pas cumuler plus de 20 trimestres entre d'un côté cette majoration, les trimestres de majoration, donc d'un an pour 10 ans, et les bonifications. Donc si j'ai fait des services hors Europe et que j'ai déjà 20 trimestres, plus de 20 trimestres de bonification pour services en Europe, je n'aurai pas de prise en compte de ma majoration pour les services actifs de la fonction publique hospitalière. Alors attention, en durée d'assurance carrière, le temps partiel est compté comme du taux plein. Euh, donc là, c'est pas comme pour la durée d'assurance liquidable ou temps partiel, un impact, sauf pour ceux qu'on a déjà évoqués. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques cas où il n'y a pas de décote. Je donne les principaux parce qu'il y a d'autres petits cas spécifiques, mais l'invalidité, pas de décote. Le fonctionnaire handicapé. Alors là-dessus, c'est très peu connu, pourtant c'est vachement important. Euh, Là, je ne parle pas des fonctionnaires qui partent et qui réunissent les conditions du départ anticipé au titre du handicap. Je vous parle uniquement
des fonctionnaires qui ont un handicap de moins 50, quand bien même ils remplissent pas les conditions du départ anticipé au titre du handicap. Donc, c'est très important qu'au moment du départ, le cas échéant, l'agent fasse part de sa situation de handicap avec ce taux d'au moins 50% afin de le communiquer à la CNRACL pour qu'il n'inflige pas de décote à l'agent. Et enfin, pas de décote pour l'agent qui part au titre de 15 ans, enfant handicapé ou conjoint infirme. Ensuite, il y en a d'autres cas où la décote s'annule à 65 ans, mais bon, ça pourra faire l'objet éventuellement d'une autre intervention. Juste sur la décote, hein, parce que la décote en tant que telle, on peut beaucoup s'amuser autour de ça. Petit rappel, la décote, elle se calcule comment? Je fais d'un côté la différence entre l'âge d'annulation de la décote et l'âge à la liquidation. Et de l'autre côté, la différence entre le nombre de trimestres en durée d'assurance carrière et le nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein. On prend le résultat le plus petit, ce qui nous donne le nombre de trimestres de décote que je vais multiplier par 1,25, ce qui me fera ma minoration, et je ferai 1 moins le pourcentage de minoration, et ce qui me fera le coefficient de minoration. Alors, ici, mécaniquement, comme l'âge d'annulation de la décote reste 67 ans, eh bien, le nombre de trimestres de décote maximum diminue, puisque 67 ans, l'âge d'annulation de la décote, mais en même temps, on a un âge d'ouverture de droit qui, lui, évolue de 62 à 64 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décote maximale, elle passe de 5 à 3 ans au sortir de la période transitoire. Ce qui est logique, hein, parce que je garde ma limite d'âge et je garde une âge d'annulation de la décote à 67 ans et que j'ai un âge d'ouverture de droit qui augmente jusqu'à 64. Même chose pour les actifs, hein. J'ai un âge d'annulation de la décote à 62 et j'ai un âge d'ouverture de droit qui passe de 57 à 59. Donc, le nombre plus élevé de décotes diminue de facto à 12 trimestres, donc à 12 fois 1,25%. Sur la surcote, on n'a pas de changement pas de changement direct sur la surcote, on a des changements indirects. Pour rappel, la surcote, c'est des trimestres effectifs au-delà de l'âge d'ouverture de droit et du nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein en durée d'assurance surcote. Ou alors sur le texte, sur la CNRACL, sur les relevés, sur PEPS, vous allez avoir durée d'assurance pour le calcul de la majoration. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Ben, on va retrouver tous les services. Par contre, ce qu'on ne prend pas, c'est les bonifs autres que les bonifs pour enfants et liés au handicap. Donc, on va avoir une durée d'assurance sur cote qui peut être inférieure à la durée d'assurance pour le calcul de la décote. Le fait que je modifie l'âge d'ouverture de droit va venir modifier forcément l'âge à compter duquel je vais pouvoir déclencher de la surcote. Donc, c'est à partir de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires et au-delà de l'âge d'ouverture du nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Et donc, on a une surcote d'1,25 par trimestre supplémentaire. Je vous l'ai dit, le fait qu'on ait une évolution de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires, eh ben, de facto, ça vient modifier aussi l'âge à compter duquel la surcote se déclenche. Donc, un décalage de 62 à 64 ans. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, un petit élément particulier, c'est qu'on introduit pour les agents qui ont au moins un trimestre de bonus ou de majoration de durée d'assurance au titre des enfants, quel que soit le régime, ils peuvent commencer à surcoter à compter de 63 ans. Si j'ai bien entendu le nombre de trimestres en durée d'assurance surcote suffisant. Alors, ça ne s'applique pas immédiatement, puisque ça va s'appliquer que lorsque j'aurai un âge d'ouverture de droit des sédentaires au-delà de 63 ans. Mais en tout cas,
quand on sera arrivé à une génération où l'âge d'ouverture de droit est au-delà de 63 ans, dans ces conditions-là, je pourrais commencer à surcoter avant les autres, sous réserve donc d'avoir une bonif ou une majoration liée à l'enfant. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est rapidement un petit exemple sur une situation d'un agent avec un calcul assez simple, hein, avant et après réforme. Euh, donc, c'est le cas d'un agent qui est né le 1er mars 66, qui a un TIB, je mets 30 000 euros, mais ça a un peu d'importance si je peux voir la différence avant et après la réforme. La carrière suivante, d'abord, il est dans le privé, puis il est non titulaire, il valide ses services. Ensuite, du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2014, il est à temps plein. Du premier, il a une petite période de temps partiel pour convenance personnelle à 50%. Deux enfants, nés le 1er mai 2001 et le 31 juin 2004. Alors, premièrement, par rapport à ta situation sur la possibilité de partir avant ou après réforme. Avant la réforme, il aurait pu partir à l'âge de 62 ans, donc le 1er mars 2028, avec une durée d'assurance requise de 169 trimestres. Avec la réforme, il ne peut partir qu'à 63 ans et 6 mois, c'est-à-dire le 1er septembre 2029 au plus tôt, avec une durée d'assurance requise de 172 trimestres. Donc il va devoir rester 1 an et demi de plus, au minimum, et il va avoir une pension calculée avec une durée d'assurance requise de 3 trimestres supplémentaires. Donc ça nous donne quoi si je fais la différence en termes de calcul? Avant réforme, sa durée d'assurance liquidable, eh bien, il y a 24 trimestres. La période privée, je ne le prends pas. 4 trimestres, hein, pour le temps partiel pour convenance personnelle, puisque il est à 50%, il n'a pas surcotisé. Et ensuite, eh ben, 45 trimestres jusqu'au 1er mars 2028. Et les enfants, donc celui qui est né avant le 1er mai 2001, sous réserve qu'il ait interrompu son activité, je suis parti du postulat que oui, il a une bonif de 4 trimestres. Donc, ce qui nous fait une durée d'assurance liquidable de 101 trimestres et donc un pourcentage de liquidation qui est de 44,82%. 101 divisé par 160. Qu'est-ce qui va changer après réforme? Mais il y a deux choses qui vont changer uniquement. Il ne peut pas partir le 1er mars 2028. Donc, du coup, sur la dernière période, il va être obligé de rester au plus pour partir au plus tôt le 1er septembre 2029. Donc, il n'aura pas 45 trimestres sur la dernière période, mais il en aura plus. Hein, un an, il aura 6 trimestres de plus, ce qui va l'amener à 51 trimestres, ce qui lui fera 107 trimestres au lieu de 120. Donc, on augmente son nombre de trimestres, mais c'est normal, il est obligé de rester plus longtemps. Qu'est-ce qu'on modifie également? Eh bien, c'est aussi le nombre de trimestres pour avoir le taux plein. Mais l'un dans l'autre, il se retrouve avec un meilleur pourcentage de pension, 46,65. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est resté plus longtemps et que l'augmentation du nombre de trimestres est plus lente que l'augmentation de son âge de départ. Forcément, il reste plus longtemps, il se crée des trimestres, donc il a une meilleure pension. Si je prends la décote, je prends la décote. Donc, pour calculer, hein, je vous rappelle qu'on fait la différence entre l'âge de départ et la limite d'âge et entre le nombre de trimestres tout régime confondu et le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein. Ce qui nous fait, alors, je sais pas pourquoi ça s'est un peu décalé, mais vous le voyez quand même, hein, 56 trimestres dans le privé, puis après 24, 24, 8, 44 et 6. Alors, pourquoi c'est 44 et pas 45 hein, sur la période euh, euh, du 1er janvier au 1er septembre? Tout simplement que, parce qu'en durée d'assurance liquidable, il y a un arrondi, alors qu'en durée d'assurance surcote, il y en a, enfin, durée d'assurance tout régime confondu, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on a 44 au lieu de 45 trimestres, ce qui nous fait une durée d'assurance tout régime confondu de 162 trimestres. Il part à 62 ans, donc premier calcul, c'est l'âge. Il a 20 trimestres de décote. Deuxième calcul, c'est la durée d'assurance 4 sur carrière, donc 169 pour avoir le taux plein, il en a 162, ça fait 7 trimestres de décote. Donc on prend le plus petit des deux, c'est 7 trimestres. Du coup,
il va avoir un pourcentage de décote qui est de 7 fois 1,25, donc 1 moins 7, 1,25, ce qui me fait que un coefficient qui est de 0,9125, qui nous fera ensuite le calcul de la pension multiplié au pourcentage de liquidation. Avec la réforme, qu'est-ce qui change? Après réforme, on a la même situation. Je ne comprends pas du tout pourquoi ça sort comme ça, mais c'est pas grave. Simplement, sur le nombre de trimestres, là encore, il reste plus longtemps. Donc, restant plus longtemps, eh bien, il a 50 trimestres et non pas 44. On a les 6 trimestres plus. Même sujet, hein, pas 51 parce qu'il n'y a pas d'arrondi. Donc, ça me fait 168 trimestres. Je refais le calcul. Sur l'âge, il part à 63 ans et 6 mois. Et un âge d'annulation de la décote, c'est 67 ans. Donc, j'ai 14 trimestres de décote. Puis, je fais le calcul sur la durée d'assurance carrière. 172 trimestres pour un taux plein. Sauf qu'il en a atteint 168. Il n'a plus que 4 trimestres de décote. Et là encore, c'est logique qu'il a travaillé plus longtemps. Donc, il a un coefficient qui, cette fois, est de 1 moins 4 fois 1,25%. Donc, ça me fait 0,95. Au final, avant la réforme, il pouvait partir à 63 ans, à 60, pardon, à 62 ans, avec une pension de 12 269 euros par an. Attention, ça c'est que sa pension de fonctionnaire. Après la réforme, eh bien, il peut partir à 63 ans et 6 mois, et avec un montant de quasiment, enfin, de 1000 euros de plus. Maintenant, il a travaillé plus. Hein. Donc, mais le fait qu'il ait moins de décote, bah, ça vient quand même pas mal augmenter sa pension. Voilà pour vous faire un peu voir, d'un point de vue concret, quel impact peut avoir la réforme des retraites. C'est ce qui a pu nourrir, justifier pour certains interlocuteurs le fait que, eh bien, il y a des gagnants ou des perdants de la retraite. C'est difficile de parler de gagnants et perdants parce que là, on est vraiment sur une appréciation personnelle. En tout état de cause, il est un petit peu logique que en restant plus longtemps, ben, je puisse bénéficier d'une meilleure pension. Ce qui m'amène aux deux dernières parties, que sont le cumul emploi-retraite et la retraite progressive. On va commencer par le cumul emploi. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement concernant le cumul emploi-retraite, tout simplement. On a toujours la notion de cumul libéralisé et de cumul partiel. En France, on ne peut pas interdire aux gens de travailler de manière générale. Par contre, on peut euh, tenir compte du fait qu'une personne a une pension et qui reprend une activité professionnelle pour diminuer, le cas échéant, le montant de la pension. C'est tout à fait ce qu'on a fait dans le cadre du cumul emploi-retraite. Donc, depuis 2011 maintenant, on a deux types de cumul. On a le cumul libéralisé et le cumul partiel. Sur le cumul libéralisé, eh bien, on va avoir deux conditions à remplir qui sont toujours les mêmes. Premièrement, avoir liquidé l'ensemble de ses droits au régime de base et complémentaire euh, que j'ai. Ça signifie quoi, cette règle, cette condition-là? C'est que de facto, tout agent qui part de manière anticipée avant l'âge d'ouverture de droit des sédentaires, et ben, il peut pas être dans le cumul libéralisé puisqu'il ne peut pas liquider sa RAF, qui n'est qu'à l'âge d'ouverture de droit des sédentaires. Donc les actifs, les carrières longues, tout ça, ils sont pas dans le cumul libéralisé. N'étant pas dans le cumul libéralisé, vous allez voir qu'ils vont pas pouvoir se créer de nouveaux droits à pension. Deuxième condition, mis à part avoir liquidé l'ensemble de ses droits, c'est avoir soit le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, tout régime confondu, soit avoir l'âge de 67 ans, qui est l'âge d'annulation de la décote. Donc, si je remplis ces conditions, je peux cumuler de manière totalement libre le montant de ma pension avec une rémunération d'activité, quel que soit le montant de cette rémunération d'activité. Si les conditions ne sont pas remplies, eh bien, je ne peux pas dépasser un certain montant qui est égal à la moitié du minimum garanti annuel plus un tiers du montant de ma pension. S'il dépasse, eh bien, la caisse réduit le montant de la pension à concurrence du dit dépassement jusqu'à ce que
ben, je en diminue et ou que j'atteigne l'âge de 67 ans, me permettant de pouvoir cumuler de manière libérale. Donc, il n'y a pas de changement sur ce plan-là. Simplement, je vous rappelle ça parce que c'est ça qui va permettre le déclenchement de la nouveauté qui est de se créer de nouveaux droits à pension lorsque je reprends une activité professionnelle. Quelles sont les conditions pour se créer de nouveaux droits à pension lorsque je reprends une activité professionnelle alors que j'ai liquidé mes pensions? Donc, les conditions, eh bien, tout simplement, il faut euh, remplir les conditions du cumul libéralisé. Donc, soit avoir le taux plein, soit avoir 67 ans, soit avoir liquidé toutes les pensions et avoir liquidé toutes les pensions de retraite du régime de base et complémentaire, toutes les pensions de retraite obligatoires. Et donc, comme je vous le disais, eh ben, ça va limiter ces possibilités de se créer de nouveaux droits pour les agents qui ne sont pas, qui ont des ouvertures de droits de manière anticipée, notamment pour les actifs. Alors, euh, si jamais, condition supplémentaire, si jamais je reprends une activité professionnelle chez le même employeur, c'est le dernier employeur, j'ai dois avoir attendre une carence de 6 mois. Alors attention là-dessus. Si vous appelez la CNRACL et que vous posez la question, est-ce que je dois attendre 6 mois avant de faire du cumul d'activités chez le même employeur, elle va à juste titre vous répondre non. Je n'ai pas besoin d'attendre 6 mois. Les 6 mois, c'est une condition pour se créer de nouveaux droits à pension au régime général. C'est bien deux choses différentes. Donc, si je liquide l'ensemble de mes droits, que je suis dans le cumul libéralisé, que je reprends chez le même employeur alors que ça fait moins de 6 mois que je l'ai quitté, je peux cumuler, je suis dans le cumul libéralisé, mais je ne me peux pas me créer de nouveaux droits à pension. Donc, il faut bien faire cette différence-là. Alors, ces nouveaux droits à pension, qu'en est-il? Ben, en fait, c'est pas le problème de la CNRACL. C'est que je vais avoir une nouvelle affiliation par l'employeur au régime général de la sécurité sociale. Je vais cotiser, de toute façon, c'était déjà le cas, hein, quand je suis salarié, je cotise, même si je ne me ferai pas de droit. Là, je vais cotiser, être affilié et donc me créer de nouveaux droits au régime général. La reprise d'activité permettant la création de droits à pension dans ce cadre-là n'impacte pas les droits qui ont été acquis. Ce que n'impacte que ça ne fait que créer de nouveaux droits. La pension, elle est calculée, elle ne bouge pas. Donc, c'est un nouveau calcul de pension du régime général. C'est pour ça que ça ne regarde pas la CNRACL. C'est-à-dire que ce sont des dispositions qui sont dans le code général de la fonction, dans le code de la sécurité sociale, pardon, dans le code de la sécurité sociale et pas dans le code des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le décret 2003-1306. Cette question de se recréer de nouveaux droits. La nouvelle pension, eh bien, il n'y a pas de décote et les droits, je ne peux les acquérir que par cotisation. Parce qu'au régime général, un trimestre, c'est des cotisations sur 150 ou 200 heures SMIC. Aujourd'hui, 150 heures SMIC. Donc, du coup, je ne me crée des droits que par cotisation. J'ai pas de majoration, j'ai pas rien de tout ça. C'est que la cotisation qui fait le droit. Et enfin, j'ai un montant maximum de ma pension qui peut pas dépasser 5% du plafond annuel de sécurité sociale, ce qui me fait un peu plus de 2 000 € aujourd'hui de pension supplémentaire. Et donc, du coup, j'aurais une deuxième, voire une troisième pension, hein, parce que je peux très bien avoir quelqu'un qui a travaillé dans le privé, qui est devenu fonctionnaire, qui liquide l'ensemble de ses droits à 64 ans, qui a le nombre de trimestres pour avoir l'autoplan, donc il liquide sa pension du régime général, sa retraite du régime spécial. Il reprend une activité professionnelle postérieure. Cette activité professionnelle, eh bien, il se crée des droits à pension au régime général de la sécurité sociale. Du coup, c'est un dispositif au final assez simple, hein, et mon agent aura une troisième pension à une deuxième du régime général. Il aura la première du régime général, une deuxième du régime spécial et une nouvelle du régime général de la sécurité sociale.
Et ça s'applique là dès le 1er septembre, y compris pour les gens qui ont repris une activité professionnelle au cours de l'année 2023. Euh, et ça nous amène à notre dernier point, qui est la cessation progressive d'activité ou le nouveau terme, c'est la retraite progressive. Alors, qu'en est-il de cette retraite progressive? Disposition législative et réglementaire très très simple, même si on a une mise en œuvre qui, elle, s'avérera sûrement un petit peu plus compliquée. Décret du 10 août qui nous explique tout ça. Entrée en vigueur au 1er septembre, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui auraient pu faire leur demande de retraite progressive en août pour un début en septembre. Alors, premièrement, pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive, j'ai quelques conditions. Première condition, c'est 2 ans avant l'âge d'ouverture de droits des sédentaires. Donc, 2 ans avant l'âge d'ouverture des droits des sédentaires, mon agent peut bénéficier de la retraite progressive. Et je dis bien 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit des sédentaires. C'est-à-dire que c'est pas 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit ou 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit des actifs. C'est donc eh bien 62 ou 61 ans et 9 mois ou 61 ans et 6 mois ou 61 ans et 3 mois. En fait, tout dépendra de l'âge d'ouverture de droit, mais c'est 2 ans avant cet âge-là. Deuxième condition, c'est justifier d'une durée d'assurance, tout régime confondu, le plus large possible, d'au moins 150 trimestres. Et troisième condition, là, c'est à l'employeur de le vérifier, enfin là, c'est à l'employeur d'être décideur, c'est d'avoir une autorisation de service à temps partiel. Une autorisation de service à temps partiel, quel que soit le motif. Il n'y a pas de création d'un service à temps partiel pour retraite progressive. C'est l'agent qui va dire à son employeur, voilà, je voudrais un temps partiel pour provenance personnelle. Alors, il peut lui expliquer, parce que j'aimerais la retraite progressive. Du coup, à partir du moment où l'employeur lui octroie le temps partiel, la retraite progressive est de droit. Il n'y a pas de question si les conditions sont remplies, retraite progressive. Par contre, l'employeur, il peut dire, bah, écoute, non, la nécessité de service s'oppose à ton temps partiel, donc je refuse avec une décision motivée précédée d'un entretien euh, avec l'agent. Une fois que tout ça, les conditions sont remplies, donc mon agent, il a une autorisation de service à temps partiel. La CNRACL procède à une liquidation de la pension si les autres conditions sont remplies, donc 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit des sédentaires et au moins 150 trimestres tout régime confondu, et va verser un pourcentage de cette pension qui est égal à la quotité non travaillée, avec une évolution de la quotité et donc une évolution du montant de la pension. Tout ça jusqu'à ce que mon agent soit ne soit plus à temps partiel, soit reprenne à temps plein. Euh, Dans ce cas-là, ça s'arrête. Sinon, il y a aussi, bien sûr, la radiation des cadres au final. Donc, je suis en retraite progressive, je décide de liquider à ma pension à 100%, eh bien, je vais recalculer ma pension en tenant compte des périodes de temps partiel, puisque statutairement, mon agent était à temps partiel et du coup, avec le même impact sur la durée d'assurance liquidable. Alors, si je fais un petit schéma, j'ai mon agent qui demande un temps partiel à 80% et une retraite progressive. L'agent peut faire sa demande au plus tôt le premier du mois suivant le mois au titre de laquelle les conditions sont remplies. Donc, euh, si je suis à 2 ans de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires et que j'ai 150 trimestres en septembre, je peux demander ma retraite progressive à compter du 1er octobre ou à compter du premier jour du mois concerné si les conditions sont remplies le premier du mois. Donc, mon agent fait sa demande, l'employeur se positionne sur l'acceptation du temps partiel et armé de tout ça, eh bien, dossier de liquidation, donc avec des simulations qui seront prévues sur l'outil informatique. Au 12 septembre, la CNRSRL communiquait sur le fait que c'était pas prêt. Vous renvoyez faire une foire aux questions de la DGAFP, foire aux questions dans laquelle
il était conseillé aux agents de penser à tout ça et de faire leur demande 6 mois avant la date à laquelle ils souhaitaient partir. Et c'est tout à fait pertinent parce que ça laisse quand même le temps à la CNRACL de faire la liquidation, à l'employeur de se positionner sur le temps partiel, de manière à ce que mon agent ne soit pas à temps partiel et ne reçoive sa retraite progressive que plus tard avec un effet rétroactif, hein. Donc le mieux, c'est d'anticiper et 6 mois, qui correspond au délai de traitement d'un dossier CNRACL de normal, enfin non invalidité, ça me paraît être pertinent et je pense que la CNRACL, dans ses lignes directrices de gestion, reprendra cette même logique-là. Donc la CNRACL va récupérer la demande et c'est à elle d'informer les autres régimes. Puisque quand je fais une demande de retraite progressive, je fais une demande pour tous les régimes de base auxquels j'ai été affilié. Donc, si je suis polypensionné et que j'ai eu des régimes en tant qu'assuré du régime général, eh bien, j'aurai une retraite progressive du régime général et du régime spécial de fonctionnaire. Donc, les autres régimes sont informés et il va y avoir une liquidation de la pension qui ensuite sera affectée d'un coefficient non travaillé, de la quotité non travaillée. Donc, si je suis à 80, j'aurai 20% de ma pension de retraite. Et ça va durer jusqu'à ce que je demande, par exemple, une modification de mon temps partiel en passant à 60%, auquel cas, il faut en informer la CNRACL qui va changer le pourcentage sur le montant de la pension de l'agent. Donc, c'est vraiment important d'être au clair et pas en retard sur l'information, jusqu'à ce que je sois radié des cadres, auquel cas, là, on arrête la retraite progressive et on reliquide la pension en tenant compte des périodes de retraite progressive, des périodes de temps partiel pendant lequel l'agent a bénéficié de sa retraite progressive. Merci d'avoir suivi ce webinaire.